Merci Jean-Pierre. Je vais essayer de concilier le port du micro avec les images que je voudrais vous montrer, puis aussi un texte pour garder un fil dans cette conférence. Mais merci à vous d'être là. Buenas tardes. Et merci à l'association Walter Benjamin, à son valeureux président, ce grand passeur de culture qu'est Jean-Pierre Bonnel, de donner l'occasion, l'honneur, le plaisir de vous parler de ce pavillon espagnol de 37 et donc à l'intérieur de ce pavillon de Guernica. C'est effectivement un autre passeur de culture et de frontières aussi, par ses exils, Max Aub, que j'ai connu et j'ai travaillé donc sur ce thème du pavillon de la République espagnole. Car Max Aub, cet espagnol au nom si peu castillan, puisque son père était allemand, sa mère française, est un triple exilé, car c'est un petit Parisien qui naît en 1903, qui grandit à Paris jusqu'en 1914, date à laquelle son père, qui ne veut pas prendre parti dans la guerre qui commence et qui ne veut pas se voir rappelé en Allemagne, puisqu'il a gardé la nationalité allemande, fait partir toute la famille en Espagne. Donc, premier exil en 1914. Du jour au lendemain, on peut dire, la famille quitte Paris et va à Valencia, parce que le père de Max Aub est un vendeur de bijoux pour hommes, et donc il sillonne quasiment toute l'Europe pour vendre ses bijoux. Max Aub arrive à 11 ans à Valencia, adopte complètement la culture, la langue, la vie sociale, politique, économique de l'Espagne. Il voyage beaucoup pendant des années, jusqu'en 1936, car il reprend et il accompagne son père dans ce métier de vendeur de bijoux, ce qui lui permet de très très bien connaître l'Espagne pendant une quinzaine d'années. Et puis en 1936, il s'engage pleinement, immédiatement, après le coup d'État franquiste. Il est déjà, un peu engagé, car il a rejoint les rangs du Parti socialiste ouvrier espagnol en 1927, mais bon, il n'a pas été très actif dans ce parti. Mais donc en 1936, immédiatement, là, comme il dit, je me suis engagé, nous sommes tous engagés, presque au sens militaire du terme, sauf que lui, ça ne va pas être un engagement militaire, c'est un engagement d'abord de journaliste, puis rapidement donc de diplomate, car il est nommé commissaire à Paris, enfin il est nommé conseiller culturel à Paris, donc en novembre 1936, et en tant que conseiller culturel, il est notamment chargé du suivi de l'exposition qui va s'édifier et qui va être animée au pavillon espagnol pendant l'exposition internationale. Pour vous dire en quelques mots, vous le savez peut-être, Max Aub, donc, en 3 ans, va passer du statut de diplomate de la République espagnole à la condition d'indésirable, car en 1939, alors en 1938, il retourne en Espagne pour être l'adjoint de Malraux pour le tournage du film L'Espoir, expérience cinématographique qui le marque beaucoup, qui fait ami de Malraux jusqu'à sa mort. Ils ont une grande fidélité ensuite tout au long de leur vie. En 1939, le film n'étant pas terminé, ils sont obligés de quitter en catastrophe Barcelone. Et là, Max Aub se réinstalle à Paris, qui est sa ville natale, où il reprend le fil de l'écriture. Il commence à écrire des récits et des romans sur la guerre d'Espagne. Pendant quelques mois, pendant lesquels il cherche à résoudre sa situation administrative, car en fait, il n'a pas le droit de résider dans Paris, il fallait un permis spécial. Il essaie d'obtenir les autorisations nécessaires. Il n'y parvient pas, et il est arrêté en avril 1940 par la police française, car une dénonciation anonyme a été transmise à l'ambassadeur franquiste depuis février d'Espagne à Paris.
C'est le début de 2 années de persécution, de internement, 2 fois au camp du Vernet, quelques semaines à la prison de Nice, quelques semaines à la prison de Marseille, et puis finalement interné une nouvelle fois à Djelfa, donc dans les territoires de la colonie française en Algérie. De la colonie française, le mot il a choisi plutôt dans les territoires coloniaux de l'Algérie française. C'est plus exact de dire cela. Et là, il vit des conditions de vie extrêmement difficiles. Il est très affaibli, mais il réussit à sortir de ce camp par un certain nombre de complicités qui ne sont toujours pas évitées au jour d'aujourd'hui. Et contre son gré, il décide de quitter l'Europe et il parvient à émigrer au Mexique grâce à l'action extraordinaire d'un consul mexicain, Gilberto Bosques. Donc ça, c'est pour vous résumer en quelques mots l'itinéraire de Max Aoun. Donc j'en viens maintenant au pavillon lui-même. Tout au long du XXe siècle, les expositions internationales ont une grande importance. Elles constituent pour chaque nation une opportunité de montrer au monde entier ses ressources naturelles, ses capacités économiques, ses richesses culturelles, artistiques. Elles sont aussi un instrument pour propager la doctrine idéologique de chaque pays, faire voir et entendre sa propagande politique. L'exposition de 1937 à Paris représente un sommet un peu dans cette exposition des rivalités. C'est le Front populaire français qui hérite de cette expo internationale de 1937, qui a été en fait proposée en 1932 par le gouvernement d'Édouard Herriot, et qui connaît un certain nombre d'avatars, de rebondissements, mais qui finalement est fermement décidée en 1935. Elle a même été annulée quelques mois, mais elle a été remise sur les rails 6 mois plus tard, suite à des protestations de cercles industriels influents. Alors je vous montre quelques affiches qui, à l'époque, donc, sont placardées partout, font le tour du monde, on peut dire, et quelques documents aussi qui annoncent cette exposition. Le plan officiel, voilà une autre affiche, arts et techniques, donc c'est une exposition consacrée aux arts et techniques dans la vie moderne. C'est le thème de l'exposition. Quelques données aussi statistiques. Donc il y a 190 pavillons répartis donc, en divisions qui sont au cœur de Paris, entre la pointe de l'île aux Cygnes et la place de la Concorde. Ça englobe le Trocadéro. Voilà, donc ça dure du 25 mai au 25 novembre. C'est 185 jours pendant lesquels donc 31 millions de visiteurs la visitent. C'est énorme. C'est une exposition vraiment qui a marqué quand même cette année 1937. En cette année 1937, le contexte international se caractérise à la fois par l'hégémonie de Staline, du Parti communiste en URSS, et aussi par les conséquences de la crise économique de 1929, avec donc la montée des fascistes. Mussolini a conquis le pouvoir italien en 1923, Hitler 10 ans plus tard en Allemagne, et en Espagne, donc Franco a déclenché le 17 juillet 1936 un coup d'État conduisant à la guerre qui fait rage en Espagne. Symbole de ces totalitarismes, et de cette montée des périls, qui se convertira en affrontement quelques années plus tard, les 2 pavillons de l'Allemagne et de l'URSS se font face. Donc il y a, donc on le voit ici, d'un côté le pavillon de l'Allemagne avec son aigle et la croix gammée, et de l'autre donc le pavillon soviétique, la statue de l'ouvrier brandissant un marteau, et de la colcosienne élevant la faucille du pavillon soviétique. Les 2 bâtiments inscrivent dans l'espace en fait, de Paris l'affrontement des 2 camps. On l'a un peu oublié, je ne sais pas, mais en fait, dès 1937, la croix gammée flotte dans Paris. Pendant tous les mois de cette exposition, il y a donc le pavillon allemand qui ostensiblement montre de propagande extrêmement active et virulente en faveur du parti nazi. Alors, entre les deux, on peut dire, même si ce n'est pas le cas dans l'espace, il y a le pavillon espagnol qui va symboliser l'engagement pour la culture et le courage et le combat d'un gouvernement progressiste désireux de transformer l'Espagne, gouvernement qui, vous le savez, sera balayé au printemps
1939 par la brutalité des forces de l'Axe et la lâcheté aussi des pays démocratiques. Le gouvernement espagnol a reçu l'invitation officielle de la France à participer à l'exposition en 1934. C'est la période du Bienio Negro, c'est-à-dire c'est dans la République, des années où un parti conservateur a gagné les élections, en 1933, et donc l'Espagne envisage de participer à cette exposition internationale, mais surtout pour faire valoir son activité commerciale. Donc se basant majoritairement sur la participation d'entreprises privées. Mais en fait, il ne va rien se concrétiser de très précis, et ce n'est que le 12 juillet 1936 que le nouveau gouvernement de Frente Popular, sorti des urnes pendant les élections de février 1936, donc le Frente Popular espagnol nomme un commissaire général, Carlos Bettel. Vous imaginez bien que 12 juillet, le coup d'État franquiste, survenant quelques jours plus tard, bloque complètement ce timide démarrage. D'ailleurs, la rumeur se propage à l'époque que l'Espagne ne va pas participer à l'expo, et la mairie du 16e arrondissement, j'ai retrouvé un courrier, écrit au commissaire général pour récupérer l'espace pour y installer une garderie. Donc, dans l'esprit des Français, c'est fini, quoi. Il va en être tout autrement. La République espagnole, non seulement ne va pas renoncer à sa participation, mais elle va en faire un événement parmi les plus marquants de la vie culturelle et artistique de ces années de guerre. Le projet redémarre en septembre 1936 sous l'impulsion de l'ambassadeur Luis Araquistain, donc qui est nommé ambassadeur à Paris. Sa mission principale, elle est quoi? Elle est surtout de chercher des armes pour essayer d'endiguer l'offensive franquiste. Il doit trouver l'appui de la communauté internationale, il doit convaincre les partis des pays démocratiques de défendre la République, mais il y a cette non-intervention qui, depuis août, vous le savez, bloque assez essentiellement, pas complètement, la livraison des armes. Mais la République a aussi un autre objectif, c'est de montrer qu'en début de cette guerre, elle va respecter ses objectifs internationaux. Et elle veut montrer la réalité de l'Espagne républicaine et de son combat. Et donc, au plan culturel, elle veut montrer la richesse, la vitalité et la diversité de la vie artistique de l'Espagne. Donc, Araquistain réunit une équipe de confiance. Il y a l'écrivain José Bergamin, il y a Ventura Gasol pour la Catalogne, il y a José María Usolay Uriarte pour le Pays Basque, et il y a également donc Maxime. Parenthèse pour dire que la Catalogne a une grande autonomie d'organisation à l'intérieur du projet pavillon espagnol. Il est même à un moment donné question d'organiser un pavillon spécial catalan, mais en fait les réalités financières font que l'Espagne renonce à ce projet. Mais dans l'organisation, c'était acquis. En fait, il devait y avoir et un pavillon catalan et un pavillon basque. Deux architectes sont nommés, la Casa et Sert, et l'édification du pavillon est cofinancée par la France et l'Espagne. Alors, la Casa et Sert dessine un pavillon, voilà le dessin là, qui est bien différent de la pompeuse monstruosité des deux pavillons soviétiques et allemands. Là, on voit donc, ici, il y a les plans, un pavillon moderne, des structures légères, transparence, toit terrasse, géométrie des volumes, donc quelque chose de vraiment très, très moderne en fait pour l'époque. Là vous avez les plans des différents étages. Là, vous avez la vue dessus. L'édification du pavillon ne va cesser d'être une course contre la montre. Sa construction ne démarre réellement que le 27 février. Vous imaginez l'exposition internationale de ouvrir le 24 mai. Là, on voit le commissaire José Gaos, adjoint également de Araquistain, qui est sur l'emplacement du futur pavillon. Donc 2 mois avant, il y a encore prestataire. Du coup, le pavillon ne va pas être prêt lors de l'exposition officielle. Là, on voit le cortège présidentiel avec le président Albert Lebrun, donc qui inaugure l'expo internationale le 24 mai, avant l'ouverture publique le lendemain. Mais le pavillon espagnol, lui, le 24 mai, il n'est pas du tout fini. Vous voyez ici en juin, dans l'état de sa construction, il n'est pas terminé, toujours pas en juin. Et là encore une autre photo donc, de la construction. Début juillet, l'installation de l'intérieur
est entreprise. Et donc, c'est seulement le 12 juillet que le pavillon est inauguré par l'Espagne. Du coup, les commissaires, puisqu'ils attendent, ils doivent patienter que le pavillon soit construit, ils se mobilisent sur un autre projet qui est le transport des tableaux du Prado au musée du Louvre. Il y a une commission mixte qui se met en place, franco-espagnole, et qui, à partir du mois d'avril, donc, rédige un convenio, un contrat pour que donc les principaux chefs-d'œuvre du Prado soient transportés au Louvre pendant l'exposition. Ce qui a l'avantage de les mettre, ce qui aurait l'avantage de les mettre à l'abri des bombardements qui déjà sont destructeurs à Madrid, et puis de montrer les chefs-d'œuvre du Prado à Paris pendant que l'expo internationale est ouverte et que le monde entier en fait quand même a décidé de tourner vers Paris. Cette commission travaille assez sérieusement, assez durement. Là, bon, vous ne pouvez pas les lire, mais c'est une lettre dans laquelle Max Aub rend compte de ce projet, donc au directeur des Beaux-Arts. Et c'est Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, qui donc officialise ce projet par cette lettre. Donc tout est sur les rails, sauf que le projet finalement est annulé par l'Espagne. Alors les raisons, il y en a plusieurs, mais parmi ces raisons, il y a une campagne de presse qui commence. Ça ne devait pas être ébruité ce projet-là tant que les tableaux ne seraient pas arrivés à Paris. Mais en fait, il y a une campagne de presse qui se déclenche, et si dans le journal vendredi du 9 avril, l'écrivain et poète Raphaël Alberti signale seulement que les salles du Prado sont désertes, mais il ne dit pas où vont partir les tableaux. Par contre, il y a des journaux qui sont moins discrets et qui disent, là, il y a le conditionnel, hein, les tableaux ont quitté Madrid et pourraient être bientôt au Louvre. Hein. Et puis, là, il y a une presse de droite, là aussi, un autre article qui paraît dans le journal du 15 juin. Et puis, il y a la presse de droite qui dit, voilà, qui est beaucoup plus offensive, hein, et qui dit, veut-on vouer à la destruction des chefs-d'œuvre du Prado, en les transportant. Manière indirecte d'avertir les franquistes que les tableaux vont être transportés. Quoi. Et je pense qu'une des raisons du renoncement du gouvernement espagnol, c'est que, effectivement, il y a un grand risque de bombardement pendant le transport. D'autre part, il y a des discussions entre eux sur oui ou non, est-ce que c'est habile de transporter les tableaux, on risque de montrer qu'on n'est pas capable de les protéger nous-mêmes, donc ils ne viendront jamais à Paris. Ça n'aura pas lieu. Dès son inauguration, pour revenir au pavillon, le 12 juillet, c'est un des plus fréquentés de toute l'exposition. Parce que les gens qui visitent l'expo internationale ont envie de s'informer sur la situation en Espagne, hein, mais aussi parce que le pavillon présente un éventail d'œuvres artistiques contemporaines sans équivalent dans les autres pavillons. Hormis le pavillon espagnol, l'art contemporain n'est présenté qu'au Petit Palais de la ville de Paris. Alors je vous propose de vous glisser dans la file d'attente et de parcourir l'espace du pavillon. Voilà le pavillon terminé. Voilà la délégation espagnole, donc le 12 juillet, jour de l'inauguration. Je parlerai du Guernica un peu plus avant. Et comme je sais que l'association Walter Benjamin n'a pas beaucoup de fonds, j'ai réussi à vous procurer des entrées demi-tarif. Merci. Et puis aussi, j'ai pensé au tir montant parce que c'est fatigant l'exposition. Donc, un petit coup de Dubonnet, du bon, du beau Dubonnet. Alors, avant d'en venir à la partie artistique, quelques mots sur la propagande. Hein. L'un des rôles donc, du pavillon est de faire connaître l'effort de guerre qui mobilise les républicains et de propager, l'étymologie du mot propagande, des informations sur l'économie, sur l'agriculture, sur l'effort de guerre de la République. Alors une citation du président Assagna à l'entrée affirme cette détermination totale hein, de la République de se défendre, hein, disant il y a plus d'un demi-million d'Espagnols avec des baïonnettes dans les tranchées qui ne se laisseront pas marcher dessus. Le président Assagna. Donc ça trône au début de l'entrée. Et donc tout le bas du pavillon est consacré à des photomontages hein, assez habilement réalisés, assez
techniquement magnifique, car toute une équipe s'est déplacée d'Espagne pour mettre au point ces photomontages. Hein. Josep Renau, directeur général de Bellas Artes, Gori Muñoz, Félix Alonso, sculpteur, affichiste, des peintres, Solis et Francisco Galicia, donc des graphistes, etc., complétés par des Français. Donc il y a vraiment un ensemble très intéressant. Alors je vous ai choisi une sélection là, de photomontages. En voici un sur l'état de la réforme agraire. En voici un sur l'état de la propriété de la terre. Photomontage sur les industries de bière en Catalogne. Donc, émerge ici aussi directement donc, le projet initial d'avoir un pavillon autonome pour la Catalogne. Photomontage sur la protection du patrimoine artistique. Donc c'est assez intéressant, il y a une qualité de composition de ces photomontages sur l'émancipation des femmes, sur les missions pédagogiques. Hein, partout, des groupes d'étudiants, d'écrivains partent en Espagne, dans les coins les plus reculés, y compris, pour emporter des livres, des reproductions de tableaux, des films même. Alors, pour beaucoup de villageois, c'est extraordinaire. Ils n'ont jamais vu une image animée, en fait. Hein. Donc là, ce photomontage y fait allusion, l'étonnement des enfants qui regardent donc, un film projeté sur la place d'un village. Photomontage sur l'assistance sociale aux enfants orphelins. Et sur des journaux et revues édités en temps de guerre. Donc, un effort informatif assez conséquent. Il y a aussi une présence du cinéma, assez compte, forme d'expression artistique toute jeune, hein, qui évolue avec une grande rapidité. L'avènement du cinéma ne date d'une dizaine d'années. Et c'est Louise Buñuel qui s'occupe de la coordination donc, de la programmation. Il y a une douzaine de films qui sont programmés par le pavillon, la durée des mois où, en fait, le pavillon est ouvert. Alors ici, je montre quelques-uns de ces documentaires. Espagne 36, films qui sont présentés à Paris en attendant que le pavillon soit prêt. Donc là, ce sont des affiches, donc vous voyez, on est en avril. Il y a déjà des représentations dans Paris parce que ces documentaires ne peuvent pas être présentés dans le pavillon puisqu'il est en construction. Il y a surtout donc des documentaires, un seul film de fiction représenté. Documentaires qui ne portent pas essentiellement sur la guerre, parce que en fait, l'Espagne tient à montrer que la vie continue, que les régions d'Espagne peuvent visiter encore, qu'il y a un peuple travailleur qui s'active, donc la guerre n'a pas tout figé. Hein, donc, puis en plus, évidemment, tourner un film, c'est pas immédiat, et pour présenter un film en 1937 à Paris, il faut qu'il ait été tourné en 1935 ou en 1936. Des espaces sont consacrés aux régions. Ah oui, petit aparté que j'avais oublié, il est présenté aussi le film de Buñuel, Las Urdes, Terre sans pain, ce film que vous avez peut-être vu, qui présente la situation de misère effroyable que connaît un village en Extremadura, qui s'appelle Las Urdes. Film tourné par Buñuel en 1931, juste après l'avènement de la République. Et l'esprit de Buñuel, dans son esprit, c'était de montrer justement combien la République devait agir contre cette misère extrême, cet isolement, ces gens qui vivaient dans une pauvreté effroyable. Mais il se trouve que le film est interdit depuis 1933, justement, par le gouvernement conservateur en Espagne. Et il est remis dans le circuit, on peut dire, grâce au rôle de Buñuel à Paris, et il est présenté à Paris pendant plusieurs mois. On peut le voir sur YouTube. Alors, il y a des espaces qui sont dédiés à la Catalogne, au Pays Basque, et puis toutes les régions donc, montrent leur artisanat, les costumes traditionnels qui viennent du Prado, en fait, qui ont été transportés. Chaque région tient à montrer sa richesse culturelle, ses traditions, ses costumes. Il y a aussi un espace consacré à Lorca, avec un énorme portrait qui est affiché, Lorca, donc, qui a été assassiné en mois d'août 1936, en Andalousie. Il y a d'ailleurs une soirée
qui est organisée le 13 septembre 1937, au cours de laquelle des artistes espagnols et français viennent participer. Il y a notamment Jean-Louis Barrault qui participe à cette soirée, qui vient dire des poèmes. Et il y a Germaine Montero, grande chanteuse, actrice, qui vient donc interpréter des poèmes. Donc avant de continuer la visite, sachez que vous pouvez, si vous êtes fatigué, vous installer dans les fauteuils Cadira. C'est des fauteuils qui ont été spécialement dessinés par un Catalan. Il s'appelle Josep Torres Clavé, qui a été très créatif, un architecte vraiment qui a fait beaucoup de choses, et notamment qui a créé ces sièges qu'on peut encore trouver aujourd'hui. Il y a des enchères, et ça coûte un prix fou. C'est vraiment étonnant de voir comment ces sièges ont une vie qui continue et sont considérés maintenant comme des objets d'art. Alors, venons-en maintenant à l'exposition d'œuvres d'art. De nombreux artistes ont été sollicités pour créer des œuvres originales. Donc, il en résulte, comme je vous l'ai dit, une exposition d'une grande richesse artistique. Donc, évidemment, ce n'est qu'une sélection, ce que je vais vous montrer. À l'extérieur, il y a cette sculpture de Alberto Sánchez Pérez. El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella. Le peuple espagnol a un chemin qui conduit à une étoile. C'est une grande sculpture de plâtre de plus de 12 mètres de haut. Toujours à l'extérieur, une sculpture en fer de Julio González. C'est lui qui initie. Il y a eu une exposition il y a quelques années à Pompidou, à Paris, qui montre très bien que c'est González qui a initié Picasso au travail du fer. Picasso expose d'autres sculptures et d'autres œuvres que son Guernica. Ici, dehors, la Cabeza de Mujer, la tête de femme. La dame offerente qui offre, qui fait une offrande. Et puis, toujours à l'extérieur, là c'est une reproduction qui a été photographiée postérieurement, la baigneuse et l'ours polaire de l'artiste sculpteur Pérez Mateo. Au rez-de-chaussée, ce tableau de Juan Navarro Ramón, Te vengaremos. Avant d'en venir au Guernica, autre œuvre qui a beaucoup de succès, c'est la Fontaine de Mercure de Calder. Calder est un des deux étrangers non espagnols, disons, qui a été invité à exposer. La règle était que ce soit que des Espagnols, mais il y a eu deux infractions. Donc il y a Calder qui expose cette Fontaine de Mercure qui a beaucoup de succès parce que c'est un circuit fermé avec du mercure qui donc sort d'un réservoir et est propulsé par un tuyau sur des plateaux et descend d'un plateau à l'autre pour retomber dans la vasque. Alors les gens s'amusent à jeter des pièces pour voir leurs pièces flotter sur le mercure avant de s'enfoncer. D'ailleurs la nuit les commissaires, les agents techniques viennent ramasser toutes les pièces et les archives aux archives nationales disent que l'Espagne a quand même pu gagner 15 000 francs grâce à ces pièces. C'est pas rien. Donc là il y a une maquette de ces sculptures de Calder. Autre œuvre conséquente, impressionnante, El País Catalán de Juan Miró, appelée aussi El Segador, que Miró peint sur place, parce qu'elle est très très grande, elle est composée de 6 panneaux, et donc il vient la peindre sur place. Cette œuvre est perdue. Elle n'a jamais été retrouvée après l'exposition, et ici elle a été reconstituée pour être présentée l'année dernière à Barcelone dans une exposition de la galerie Mayoral. Mais c'était une reconstitution, donc l'original n'a jamais été retrouvé. Alors, il y a bien d'autres artistes qui exposent. Gutiérrez Solana, masque avec Anne. Alors bien sûr, le thème de la guerre est quand même assez fréquemment traité par les artistes qui ont peint leur toile expressément pour cette exposition internationale. Madrid 37, les bombardements, parce que Horacio Ferrer, le bombardement à Colmenar Viejo, Antonio Rodríguez Luna, œuvres qui sont impressionnantes par à la fois la diversité, la qualité, soit des lithographies, soit
des gouaches. Il y a vraiment là une sélection assez extraordinaire. Exode, vous savez, les gens qui quittent certaines régions d'Espagne pour passer en France. Effroi, bombardement d'Almeria par Ramon Gaia. Parole des morts, un portrait du poète Juan Gil Albert. Autre artiste qui est Miguel Prieto, Les désastres de la guerre, en allusion à Goya. Donc il y a vraiment un ensemble assez magnifique d'œuvres. Les glaneuses de Miguel Prieto, c'est les glaneuses. Femme fuyant par les rues de la vie bombardée, toujours Prieto. Au front, un autre artiste, Ramon Puyol. Un certain nombre de ces artistes peintres, sculpteurs se retrouveront sur les plages d'Argelès ou Saint-Cyprien en 1939. Lui, c'est son cas. Ramon Puyol, il passera par Argelès. Le repos sur le front, au front. Puyol est aussi l'auteur d'une série de dessins qui sont vendus sous forme de cartes postales, des dessins humoristiques, sarcastiques, de gauchistes. Le pessimiste, il dénonce un peu les travers des gens qui n'y croient plus, qui ne croient plus en la victoire, ou des gens qui colportent les rumeurs. Hein. Ça, c'est une symbolisation des rumeurs qui courent partout dans les deux camps d'ailleurs, sur les offensives, la 5e colonne, sur des dessins assez étonnants. En fait. Il y a aussi des peintres basques qui représentent des toiles peintes bien avant le conflit. C'est-à-dire c'est des toiles peintes dans les années 20, 25 et 30. Donc une grande richesse de ce pavillon. Avec tous ces artistes espagnols, et comme autre exception, il y a un Français, Boris Taslinski, qui participe à l'expo. Il est résistant, il sera résistant. Il sera d'ailleurs condamné en décembre 1941 par le tribunal militaire de Clermont-Ferrand à 2 ans de prison. Il ira à Saint-Sulpice-la-Pointe, puis sera déporté à Buchenwald, où il peindra 200 dessins. Il a peint tout le temps, tous ses emprisonnements, dans ses internements, il a toujours peint Boris Taslinski. Et sa fille a généreusement mis tout son travail en ligne. C'est-à-dire, si on tape son nom, on trouve toute sa production de dessins, surtout de dessins, dans les différents camps dans lesquels il a été interné. Et pour cette exposition, il peint ce tableau qui s'appelle le Télégramme. C'est le télégramme qui annonce la mort de Lorca. Taslinski est également auteur de ce portrait de Louis Aragon. Venons-en maintenant donc à Guernica, cri de l'Espagne dans les siècles, pour reprendre une citation d'André Malraux. Dans les premiers jours de janvier 1937, il y a une délégation qui va voir Picasso pour lui demander de peindre un tableau. La composition n'est pas tout à fait déterminée, il y a certainement Bergamini, il y a Max Rao, il y a certainement le journaliste Juan Narea, il y a peut-être Louis Aragon, il y a des divergences sur la composition. En tout cas, il lui demande de peindre un tableau. Picasso, accepte, est d'accord sur le principe, et pendant longtemps il hésite, il ne sait pas quoi peindre. Pendant des mois, il peint, il dessine, il réfléchit en dessinant, beaucoup, mais il ne peint pas encore pour le pavillon. Il dessine notamment cette série, Sueño y Mentira de Franco, les mensonges de Franco, qui sont des planches dans lesquelles d'ailleurs on trouve des esquisses, des dessins qui incorporeront ensuite le Guernica. Ces deux planches, ces deux dessins sont vendus sous forme de carte postale avec le dessin de Miro qui est à l'entrée pour soutenir l'Espagne, pour la solidarité financière. Donc ça, il le peint début 1937 en fait. Et puis il y a le bombardement de Guernica, le 26 avril. C'est annoncé dans les journaux le 29. Et là, Picasso n'hésite plus, il se lance dans la réalisation furieuse, on peut dire, de dizaines de dessins, d'esquisses. Et donc il peint Guernica dans le courant du mois de mai. Donc il a sélectionné quelques études, mais ça, elles sont facilement trouvables, puisque Doramar s'accompagne d'alors, photographie toutes les étapes de ce tableau. Et toute préparation. Alors, Max Aub, il suit
l'avancée du tableau, il va voir Picasso à plusieurs reprises, d'abord rue de la Boétie, puis au quai des Grands Augustins, puisque Picasso se transporte au quai des Grands Augustins. Il va voir l'avancée du tableau. Et il va le voir au mois de mai pour lui proposer donc de l'indemniser pour officialiser dès ce moment le prix du tableau. C'est-à-dire pour plutôt officialiser le fait que le tableau appartiendra à la République espagnole quand la République pourra le rapatrier en Espagne. Et donc, Max Aub rend visite à Picasso et lui remet un chèque de 150 000 francs, ce qui officialise effectivement la propriété de ce tableau par la République espagnole. Mais pas question de le rapatrier en Espagne, Picasso est très clair, tant qu'il y a la guerre d'abord et qu'ensuite il y a Franco. Donc ce tableau, après 11 expositions successives en Angleterre, etc., vous le savez, restera aux États-Unis jusqu'en 1980. Alors, le 12 juillet, jour de l'inauguration du pavillon, Max Aub prononce un discours, le 11 juillet, la veille, prononce un discours. Le 11 juillet, c'est l'inauguration officieuse, on peut dire, hein, pour tous ceux qui ont contribué au tableau et à l'installation du pavillon. Et Max Aub fait un discours. Et c'est un discours intéressant, c'est un discours inédit, car dans ce discours, il donne une large place au Guernica. Alors je vous en lis un extrait, parce que je trouve que c'est quand même intéressant. Il y en a eu beaucoup, hein, des exégèses sur le Guernica, il continue d'y en avoir d'ailleurs. Hein. Mais historiquement, c'est la première analyse de cette peinture. Donc je vous en lis un extrait. Donc c'est Max Aub qui s'adresse à tous ceux qui ont contribué à la réalisation du tableau. Chers camarades, cela paraît impossible, dans la lutte que nous menons, que l'Espagne républicaine ait pu construire cet édifice. Il y a dans cela, comme dans tout ce que nous réalisons, quelque chose de miraculeux. Je ne parle pas de la construction en soi, fruit du travail de nos architectes, la Casa Ester, et du vôtre. L'homme a inventé le travail, et celui-ci, à son tour, nous a modelé. Le reste est paradisiaque, pourriture et mort. En entrant à droite, le grand tableau de Picasso saute aux yeux. On parlera de lui pendant longtemps. Picasso y a représenté la tragédie de Guernica. Il est possible qu'on reproche à cet art d'être trop abstrait ou difficile pour un pavillon comme le nôtre, qui veut être avant tout une manifestation populaire. Ce n'est pas le moment de nous justifier, mais j'ai la certitude qu'avec un peu de bonne volonté, tous percevront la rage, le désespoir et la terrible protestation que signifie cette toile. Notre temps est celui du réalisme, mais chaque pays perçoit le réel d'une certaine manière. Le réalisme espagnol ne représente pas seulement le réel, mais aussi l'irréel, car pour l'Espagne en général, il a toujours été impossible de séparer ce qui existe de ce qui est imaginé. C'est pour cela que Goya et Picasso sont des peintres réalistes, même s'ils apparaissent aux autres peuples comme des personnalités extravagantes de ce peuple méconnu, ainsi que l'affirmait ces jours-ci le président Hassanien. Peuple terrible que le peuple espagnol. Terrible principalement envers lui-même, car c'est l'unique peuple d'Europe capable de se planter dans le corps son propre aiguillon, comme est terrible ce tableau de Pablo Ruiz Picasso, peintre de Malaga. Donc, vous voyez, j'arrête là ma citation, elle pourrait être plus longue, mais il y a quand même une analyse extrêmement fine, et je dirais convaincante, en tout cas moi je la considère comme telle, de Max Aub. Et s'il a réagi comme ça, c'est qu'effectivement, le tableau suscite un certain nombre de critiques, d'une part des républicains espagnols et de leurs dirigeants, qui déplorent que la composition de Picasso ne soit pas suffisamment réaliste. Hein. Certains, j'ai trouvé un extrait par exemple, qui la juge antisociale, ridicule, tout à fait inadéquate à la saine mentalité du prolétariat. C'est-à-dire qu'il y a des prises de position assez virulentes en fait contre ces tableaux. Même chose d'ailleurs dans le Front populaire français. Si on feuillette les journaux d'époque, on voit qu'il y a des articles et des condamnations assez nettes, assez fortes dans la presse communiste notamment. Aragon, par exemple, qui utilise souvent une certaine ambiguïté, il n'est pas très tendre avec ce tableau. Alors la presse de droite, elle crie au scandale, elle accuse El Frente Carapula, comme le Frente Popular est appelé, de montrer des infamies. Donc pendant quelques jours, il est question de retirer l'ordre du pavillon, le Guernica.
Mais cette œuvre attire beaucoup de visiteurs, qui sont aussi impressionnés qu'admiratifs. Et donc elle va devenir rapidement indispensable aux campagnes de solidarité en faveur de l'Espagne. Dans l'espace consacré au Pays Basque, il y a le poème de Paul Elbar, La victoire de Guernica, donc, qui est exposé et lu par des poètes certains soirs. Il y a une discrète influence des pro-franquistes au sein de cette exposition, car ils tentent de contrecarrer l'effort et la volonté donc, artistique des républicains. Parmi ses complices, donc au sein de l'exposition, il y a le pavillon pontifical, qui a ouvert une chapelle espagnole dans laquelle il célèbre des messes espagnoles destinées à prier pour la victoire de Franco. Donc les délégués du pavillon doivent régulièrement intervenir pour faire cesser ces messes. Et certains jours, il y a erreur de drapeau. Hein, tous les pavillons des pays flottent à l'entrée de l'expo, mais certains jours, c'est le drapeau nationaliste qui flotte. Ce n'est pas le drapeau républicain aux trois couleurs. Alors les commissaires doivent intervenir auprès du commissaire général en disant « Monsieur, il y a une erreur ». On vous rappelle que le drapeau de la République légitime et du gouvernement légitime, c'est le drapeau aux trois couleurs. Donc il y a des complicités certainement aussi à l'intérieur même du comité d'organisation. Donc les commissaires ont fort à faire. L'exposition ferme ses portes le 25 novembre 1937 et le gouvernement français en fait demande aux délégations de maintenir une présence à Paris dans l'attente de peut-être pouvoir réouvrir l'exposition internationale en 1938. Car l'expo a connu un succès énorme, donc vous avez vu 31 millions d'habitants. Le gouvernement espagnol donne son accord pour ouvrir le pavillon et propose même d'enrichir son contenu en étendant l'utilisation de l'exposition au pavillon de l'Angleterre qui a décidé de ne pas réouvrir le pavillon. Donc tout reste en place en attendant la décision du gouvernement français. Mais finalement, le gouvernement français décide de ne pas réouvrir l'expo, car en 1938 la situation s'aggrave, les tensions internationales se font plus aiguës et donc il n'y a pas réouverture. Le gouvernement espagnol décide donc de faire rentrer toutes ses œuvres en Espagne, mais en fait ça va être très chaotique. Parce que la situation en Espagne, le gouvernement qui s'est d'abord rapatrié à Valencia, qui ensuite de nouveau doit déménager de Valencia à Barcelone, est en communication toujours très précaire avec les gens qui sont à Paris. Et donc il y a des difficultés de relations. Il y a aussi des difficultés économiques parce que les transporteurs ne sont pas fous. Ils jouent du risque de guerre pour demander des prix absolument prohibitifs pour rapatrier les œuvres en Espagne. Ce qui fait qu'un certain nombre d'œuvres, en fait, sont stockées au Musée de l'Homme à Paris, sont stockées au Trocadéro, sont stockées à la Chambre des commerces, etc., un peu partout en France. Et qu'advient-il de ces œuvres? Pendant longtemps, la question va rester mystérieuse parce qu'elle n'arrive jamais en Espagne. Et soit les artistes eux-mêmes, soit leurs héritiers, soit leurs enfants, etc., s'enquièrent de où sont passées les toiles, les sculptures, etc., mais il n'y a pas de réponse. Alors on peut penser aussi que les services franquistes ne sont pas forcément très pressés de rapatrier les œuvres, les rouges. Donc il y a pendant longtemps une situation totalement une énigme sur toutes ces toiles, toutes ces sculptures qui sont présentées à Paris. Et puis en 85, 86, il y a le projet d'une exposition au Reina Sofia pour les 50 ans de ce pavillon de la République espagnole à Paris. Et une commissaire espagnole, Josefina Cuesta, enquête. Elle mène une enquête assez serrée, assez têtue aussi. Et donc, elle piste ces tableaux jusqu'au jour où, à Barcelone, elle a l'œil attiré dans ce qui est aujourd'hui le musée national d'art de Catalogne. À l'époque, ça s'appelait Museo de Arte Moderno. Aujourd'hui, ça s'appelle le MNAC, Museo Nacional de Arte de Catalunya.
elle voit dans les sous-sols de ce musée des étiquettes Paris Expo 37. Elle mène son enquête, et en fait, elle découvre que de nombreuses œuvres ont été rapatriées en Espagne et dorment depuis 38, fin 37, début 38, dans ces sous-sols du MNAC. Et elle met à jour 238 œuvres de peinture, des dessins, des sculptures, c'est-à-dire une bonne partie de ce patrimoine, en fait. Si l'on oublie, qui illustre donc l'enfouissement délibéré, organisé, de tout ce qui avait été donc, mis sur pied, mis en œuvre par la République espagnole, et qui a été, enterré par la longue dictature franquiste. 10 ans après, parce que ça c'est en 86, donc 10 ans après la mort de Franco, 11 ans après, les institutions espagnoles étaient encore très prudentes sur tout le système institutionnel franquiste, et nombre de gens responsables d'institutions étaient encore extrêmement frileux pour faire émerger finalement toute l'histoire de la Seconde République. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on peut constater que cette frilosité et cet enfouissement de la mémoire républicaine se prolonge sous bien des aspects. Alors, je n'ai pas souhaité, je n'ai pas de conclusion à faire, sinon de souhaiter justement que cette mémoire républicaine continue d'émerger dans cette histoire de l'Espagne, une histoire tragique. Mais il y a une actualité, quand même, je termine là-dessus, c'est que, de façon tout à fait surprenante pour moi, j'ai reçu, pas plus tard que, on est jeudi, pas plus tard que vendredi dernier, je crois, une invitation envoyée par l'ambassade d'Espagne à Paris à la pose d'une plaque sur l'ambassade, sur la façade de l'annexe de l'ambassade, au 22 avenue Marceau, en hommage à la mission diplomatique de Max Aub en 1937. Donc, c'est effectivement surprenant, bon, mais c'est aussi intéressant. Hein. Évidemment, on peut se poser la question des motivations. Bon, est-ce que c'est, comment dire, un effort de mémoire, effectivement, de la part des autorités diplomatiques espagnoles? Est-ce qu'il y a aussi un peu d'opportunisme, quoi? Parce qu'effectivement, le Guernica est tellement connu, donc reconnaître le Guernica, maintenant, c'est reconnaître le patrimoine espagnol. Mais, en tout cas, ça a lieu, c'est ouvert à tous. Donc, si vous avez des amis parisiens, là, il y a le détail, c'est à 18h, jeudi prochain, 7 juin à Paris. Il y a le dévoilement de cette plaque. Il y a ensuite une table ronde à l'Institut Cervantes de Paris, consacrée à Max Aub de Paris. Et puis, il y a un vino espagnol regalado por el embajador. Así que, por supuesto, será un buen vini. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère ne pas avoir été trop confus. C'est toujours difficile de regarder les images et le texte. Bon, j'espère être resté à peu près dans le fil de mon intervention. Et je suis évidemment à votre disposition pour recevoir critiques, questions. Voilà, en fait, pour que un échange prolonge cette intervention. Merci à vous.